webinaire à soit rafraîchir votre page ou alors à changer de navigateur. Si vous accédez au webinaire depuis votre page internet, à changer de navigateur, ça peut parfois aussi aider dans le fonctionnement. Donc, comme je le disais, bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire organisé par les caisses primaires d'assurance maladie dans le cadre de l'événement des rencontres extra. Nous allons commencer tout d'abord par nous présenter. Je m'appelle Jérôme Minguin, je suis conseiller informatique pour les employeurs au sein de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe. Bonjour à tous, Antoine Rochepeau, je suis en charge de l'accompagnement des employeurs pour la caisse primaire d'assurance maladie du Maine-et-Loire et je vais assurer le suivi de vos questions aujourd'hui pour compléter la présentation de Jérôme. Donc bon webinaire à tous. Donc aujourd'hui, nous allons parler des démarches vers l'assurance maladie, du début d'un arrêt de travail jusqu'à sa reprise d'activité. Pour votre information, avant même de débuter le webinaire, nous tenions à vous informer que la reprise d'activité à temps partiel pour motif thérapeutique ne sera pas abordée dans ce webinaire, elle fera l'objet d'un webinaire régional qui sera organisé un petit peu plus tard. Donc aujourd'hui, nous allons faire un point sur les 10 bonnes pratiques pour un signalement d'arrêt de travail réussi, l'objectif étant de vous accompagner dans la saisie en ligne de vos signalements d'arrêt de travail, qu'ils soient réalisés depuis votre logiciel de paye en DSN ou depuis le formulaire attestation de salaire dans votre compte Net Entreprise. Pour ceux qui se posent la question, sachez que les supports de formation seront disponibles sur la page dédiée aux rencontres extra, directement sur le site netentreprise.fr. Au programme aujourd'hui, donc, une première partie qui va être sur la fiabilisation des données. Nous parlerons donc des prérequis à la saisie du signalement d'arrêt de travail en DSN. Nous parlerons ensuite plus précisément du signalement d'arrêt de travail sur la partie à quel moment vous devez faire un signalement d'arrêt de travail. Une petite partie sur le dernier jour de travail et également sur la subrogation. Nous aborderons ensuite ce qui vient après votre signalement, que ce soit le bordereau de paiement des indemnités journalières ou le tableau de bord en DSN. Ensuite, nous vous rappellerons comment effectuer un signalement annulaire en place ou une attestation de salaire rectificative lorsque vous souhaitez corriger une erreur sur une première déclaration. Et enfin, nous parlerons de la reprise d'activité, qu'elle soit simple ou de manière anticipée. Sachez également que durant ce webinaire, nous vous proposerons de répondre à quelques sondages afin de faire un point et de voir s'il y a des difficultés supplémentaires sur lesquelles nous avons besoin de nous arrêter. Vous pouvez également, comme on l'a expliqué, nous faire part de vos questions dans l'onglet questions-réponses qui est disponible pour chacun. Nous finirons donc ce webinaire par un temps d'échange où Antoine posera les questions et auxquelles nous répondrons directement. Nous allons pouvoir commencer avec la première partie sur la fiabilisation des données et les prérequis à la saisie. Alors, concernant les prérequis à la saisie, nous souhaitons que vous apportiez un point de vigilance sur les données identifiantes dans les paramétrages de votre logiciel de paye. Tout d'abord, concernant l'affiliation du salarié. Quel que soit le mode de transmission que vous utilisez, il est impératif que votre salarié soit identifié par nos services. Pour cela, rien de plus simple. Cela concerne le numéro d'inscription au répertoire de l'INSEE, donc le NIR, le numéro de sécurité sociale. Sachez que pour éviter les erreurs, votre salarié peut télécharger une attestation de droit depuis son compte Amélie et mettre à jour régulièrement sa carte vitale à chaque changement de situation et vous transmettre les informations. Vous pouvez également, il faudra également apporter une vigilance sur le contrat de travail à la catégorie socio-professionnelle qui permettent de constituer les historiques lorsque vous saisissez dans votre logiciel de paye. Si jamais vous souhaitez obtenir de plus d'informations sur ces sujets, je vous invite à consulter dès qu'il sera disponible le replay de la conférence sur l'embauche d'un salarié qui a eu lieu hier dans le cadre des rencontres extra. Un premier sondage qui va nous permettre de développer un petit peu plus. En cas d'arrêt de travail, quel canal utilisez-vous en priorité pour transmettre les éléments de salaire à la caisse primaire?
Donc vous pouvez tous répondre au sondage et on va s'y arrêter très rapidement pour savoir un petit peu quelle est la proportion de personnes qui utilisent la DSN et ceux qui utilisent encore Net Entreprise. Merci d'avoir répondu. Alors, au niveau des résultats, donc on a une proportion 75-25. Vous êtes 75% à utiliser le signalement d'arrêt de travail en DSN. Pour les personnes qui utilisent le formulaire attestation de salaire sur Net Entreprise, je ne sais pas si vous utilisez celui-ci en complément de la DSN ou si vous ne faites exclusivement que du Net Entreprise. En tout cas, sachez que le support Net Entreprise ne vous impacte en rien sur l'utilisation de la DSN. Alors, la deuxième partie, on va tout de suite aborder à quel moment signaler un événement arrêt de travail. À quel moment donc signaler un arrêt de travail? À réception d'un avis d'arrêt de travail initial d'au moins une journée, il faudra du coup pour vous en tant qu'employeur réaliser un signalement dans les 5 jours qui suivent votre connaissance de l'arrêt de travail. Et cela vaut pour chaque événement qui va occasionner un arrêt de travail, que ce soit la maladie, la maternité, la paternité, l'accident de travail. Si des arrêts s'enchaînent avec des risques différents, un arrêt maladie puis un congé pathologique par exemple, il faudra aussi réaliser un signalement pour chaque changement de risque. Ça, c'est très important, hein. Chaque changement de risque dans le cadre des arrêts de travail nécessite un nouveau signalement d'événement. Pour rappel, le bulletin d'hospitalisation est également considéré comme un arrêt de travail. Et à ce titre, il doit également être envoyé à la caisse primaire par le salarié et à l'employeur pour que l'employeur puisse enregistrer l'arrêt de travail dans ce sens. À l'inverse, il y a des situations pour lesquelles un signalement n'est pas nécessaire. Cela évitera par exemple les doublons dans la réception des attestations de salaire. Il n'est pas nécessaire, par exemple, de nous signaler une reprise d'activité. Dès lors qu'elle arrive au terme d'un arrêt de travail, nous ne tiendrons pas compte de cette information lors de la prescription de l'arrêt de travail, et donc une nouvelle attestation de salaire ou un nouveau signalement n'est pas nécessaire. De même, lorsqu'il y a une prolongation de l'arrêt de travail, il n'est pas nécessaire non plus de nous transmettre un nouveau signalement d'événement. Dans les deux cas, il faudra reporter l'information dans le logiciel de paye via une date de reprise sans faire de signalement. Comment signaler un arrêt, pardon. Alors, en utilisant la DSN, excusez-moi, vous allez effectuer un signalement arrêt de travail, soit depuis votre logiciel de paye, soit en allant dans la rubrique DSN régime général dans votre espace Net Entreprise. Le signalement remplace l'attestation de salaire dématérialisée et déclenche directement le paiement des indemnités journalières. Suite au signalement, une attestation de salaire est reconstituée par nos services sur la base à la fois du contenu du signalement et de vos données mensuelles, telles que les éléments de salaire, le nombre d'heures travaillées, les absences, etc. Pour pouvoir signaler un arrêt de travail, votre logiciel doit être compatible avec ce qu'on appelle la norme NeoDes, donc la norme d'échange optimisé des données sociales. Pour ce faire, il faudra disposer d'un historique de données suffisant, qui correspond à 3 mois d'historique en maladie, maternité et paternité, et 12 mois dans le cadre d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle. Un petit rappel concernant les accidents de travail. Pour les maladies professionnelles et le risque accident de travail, un seul signalement en DSN génère une attestation de salaire au risque accident de travail, maladie professionnelle et également une attestation de salaire au risque maladie. C'est comme si vous aviez envoyé deux attestations de salaire. Cela va permettre de payer une indemnité journalière provisoire et de régulariser automatiquement si un accident de travail ou la maladie professionnelle est reconnu par nos services. Soyez vigilant à bien renseigner le type de prime et les périodes de rattachement dans votre paramétrage de logiciel pour pouvoir avoir des attestations de salaire propres. Nous allons maintenant aborder le sujet du dernier jour de travail. Le dernier jour de travail est une information importante qui nous permet de bien identifier quel arrêt de travail est concerné par votre signalement.
Ainsi, nous recevons parfois des attestations avec un dernier jour de travail qui n'est pas forcément cohérent avec la prescription de repos qui est enregistrée dans notre base. Aujourd'hui, deux règles existent concernant le dernier jour de travail. La première est que soit votre salarié n'a pas travaillé le jour de l'arrêt de travail, auquel cas son dernier jour de travail se situera à la veille de la prescription. Dans le deuxième cas, soit votre salarié a travaillé le jour de son arrêt de travail, alors son dernier jour de travail se situera le même jour. Sachez également que toute journée de travail qui a été commencée, même pour un temps de travail de quelques minutes, n'est pas indemnisable par la caisse primaire d'assurance maladie, mais est à la charge de l'employeur. Sur le support présenté ici, vous avez plusieurs cas. Dans le premier cas, vous avez un arrêt de travail à la date du 26. Le dernier jour de travail sera fixé à la veille, soit le dimanche 25. Dans le deuxième cas, nous parlons d'un accident de travail qui a eu lieu sur le lieu de travail le 12 juin. L'arrêt de travail démarre après le jour de l'accident. Ici, sur l'exemple, le 14 juin. Le dernier jour de travail se situera donc à la veille, c'est-à-dire le 13. Concernant les accidents du travail, les caisses primaires d'assurance maladie proposent dans le cadre des rencontres extra une conférence sur la déclaration d'accident de travail en ligne ce jeudi à compter de 9h30. Si vous êtes intéressé, pensez à vous y inscrire en retournant sur la page d'accueil des rencontres extra et à cliquer sur la journée de jeudi. Nous souhaitions évoquer également le cas de la situation des enchaînements d'arrêt de travail sans reprise d'activité et avec changement de risque. C'est ici le cas numéro 3. Il faudra pour vous, en tant qu'employeur, réaliser un signalement d'arrêt de travail pour chaque changement de risque. Comme il n'y a pas de reprise d'activité, le dernier jour de travail sera le même, c'est-à-dire ici dans l'exemple numéro 3, le 14 mai pour toutes les périodes et donc pour toutes les déclarations. Petit supplément, en cas de congé fractionné dans le cadre du congé paternité, le dernier jour de travail correspondra à la veille de chaque période de congé. Un deuxième petit sondage, donc vous pouvez à nouveau y participer en cliquant sur l'onglet sondage. Donc la question étant, quelle période devez-vous renseigner lors de la complétude de la partie subrogation? Je vous laisse quelques instants pour y répondre. Donc, quelle période renseigner lors de la complétude de la partie subrogation, les dates de l'arrêt de travail ou les dates maximales prévues par votre convention collective. Alors, nous avons clôturé le sondage. Alors, à 75%, vous dites les dates maximales prévues par votre convention collective et à 25%, les dates de l'arrêt de travail. Alors, ça fait partie de la partie que nous allons aborder juste après. Du coup, le sondage va faire le lien et vous allez pouvoir avoir une réponse claire et précise sur la bonne méthodologie, pardon, à appliquer. Alors, concernant la subrogation, donc pour rappel, cela correspond au versement des indemnités journalières directement versées à l'employeur. En contrepartie, l'employeur doit maintenir le salaire à minima à hauteur des indemnités reçues par le biais du virement de l'assurance maladie. Concernant le signalement d'arrêt de travail en DSN, il faudra préciser si votre subrogation est souhaitée et la période concernée. Surtout, et c'est là que nous faisons la réponse au sondage précédent, ne vous limitez jamais aux dates de l'arrêt de travail. Il est impératif d'indiquer systématiquement, et nous insistons bien sur ce point, vraiment d'indiquer systématiquement la période maximale prévue par votre convention collective dans le cadre d'un arrêt de travail. Pourquoi? Parce qu'en cas de prolongation, nous suivrons les périodes indiquées sur l'attestation de salaire initiale ou le signalement d'arrêt de travail. Si vous indiquez uniquement les dates de l'arrêt de travail, nous n'indemniserons en subrogation que pour la période de l'arrêt initial et les prolongations seront indemnisées à l'assuré. Alors que normalement, vous souhaiteriez avoir un versement des indemnités pour toute la période.
En DSN, les coordonnées bancaires sont remontées automatiquement par le biais du signalement d'arrêt. Ces coordonnées serviront pour les indemnisations, donc vous n'avez pas systématiquement à réindiquer l'IBAN et le BIC, comme c'est le cas aujourd'hui sur Net Entreprise. Une fois le signalement effectué, vous recevez des informations sur le traitement. On va faire le point sur les différents outils de suivi. Alors, pour vérifier un paiement d'indemnité journalière, si les indemnités journalières ont été versées directement à l'assuré, il peut le consulter depuis son compte Amélie. Pour consulter le détail des indemnités versées lors d'un paiement en subrogation, vous avez accès en tant qu'employeur au bordereau de paiement des indemnités journalières, plus communément appelé BPIJ, qui est un service complémentaire à l'attestation de salaire en ligne et à la déclaration sociale nominative. Vous pouvez y accéder depuis le compte entreprise directement dans votre espace Net Entreprise en cliquant sur la pastille Compte entreprise. D'ailleurs, parmi vous, qui a déjà activé son compte entreprise? Alors nous allons voir qui a activé parmi vous le compte entreprise. Donc on va attendre les petits résultats. Donc parmi vous, 79% ont déjà activé leur compte entreprise. Parfait. Pour les personnes qui n'ont pas encore activé le compte entreprise, on va en parler un tout petit peu après. Sachez que vous pouvez dès à présent le faire. Il suffira pour cela juste d'avoir accès depuis un compte administrateur ou du coup de demander à votre administrateur de vous en donner l'accès. Alors nous sommes ici sur le suivi de la DSN grâce au tableau de bord en DSN. Ce tableau de bord est accessible selon les logiciels dont vous êtes équipé, soit depuis votre logiciel de paye. Alors l'apparence de celui-ci, de votre tableau de bord, peut également varier, ou directement depuis votre compte Net Entreprise. Ici, on voit une capture excusez-moi, du tableau de bord depuis Net Entreprise. Alors on sélectionne en bas les flux signalement d'événements ou DSN mensuels afin d'obtenir les détails de nos envois. Quand on parle d'un fichier certifié conforme, cela signifie qu'il respecte la norme DSN et qu'il peut être traité. Pour consulter le traitement de vos dossiers, il faut cliquer sur la loupe qui se situe sur la droite de votre écran. Quand vous cliquez sur la droite de l'écran, vous arrivez sur cette première vue qui vous indique les différentes étapes de traitement. Quand votre signalement a été traité par la caisse primaire d'assurance maladie, un bilan de traitement est disponible. Il faudra cliquer sur le lien en surbrillance pour en accéder à son contenu. Lorsque vous cliquez sur le lien, vous arrivez sur l'affichage d'une page correspondant de près à celle-ci. À savoir, des notifications sont envoyées lorsque des corrections sont nécessaires pour le paiement des indemnités journalières. Les comptes rendus métiers font suite au traitement de l'assurance maladie. Ils valident le traitement lorsqu'ils sont OK ou signifient une anomalie bloquante lorsqu'ils sont en KO. Ils vous sont également envoyés par email à l'adresse renseignée sur votre compte Net Entreprise. En ce qui concerne la DSN, ils sont visibles sur le tableau de bord. Ainsi, nos services peuvent être amenés à vous réclamer des précisions si nécessaire. Donc, il faudra consulter régulièrement son tableau de bord. Pensez-y, au moins une fois par semaine, afin de voir si vous avez des retours de l'assurance maladie qui vous demandent des précisions. Nous allons maintenant aborder la quatrième partie, qui est quand on souhaite corriger une erreur, quand le compte-rendu de l'assurance maladie nous annonce une anomalie ou nous demande des précisions, il va être nécessaire pour vous de faire une attestation rectificative ou un signalement annule et remplace.
En DSN, sachez qu'il est possible dans certains cas de faire un signalement annuler remplace. Il faut pour cela faire un signalement annuler remplace avant la DSN mensuelle du mois suivant. La modification doit porter sur des éléments de date ou sur des éléments saisis lors du signalement d'événement, tels que la subrogation. Si à contrario l'anomalie concerne des éléments de salaire, ce sont des données hors du signalement d'événement, une annulée remplace en DSN n'est donc pas possible. Il faudra passer par une attestation rectificative sur votre espace net entreprise. Pour saisir une attestation rectificative, il faut se rendre sur votre formulaire attestation de salaire sur Net Entreprise et cocher attestation rectificative à l'étape numéro 4. Cette étape est extrêmement importante, car en l'absence de cette précision, nous ne serons pas en mesure d'identification quelle attestation remplace une première attestation déjà arrivée. Et l'attestation corrective sera donc considérée chez nous comme un doublon. Dans les deux cas, que ce soit via la DSN ou Net Entreprise, il faudra être attentif à la cohérence avec les premières attestations de salaire produites, telles que le dernier jour de travail ou les salaires, quand ceux-ci ne font pas l'objet d'une correction. Petit rappel sur les salaires rétablis. En cas d'absence autorisée pendant la période de référence, vous devrez indiquer un salaire rétabli. Il s'agit d'un salaire reconstitué qui correspond au salaire brut soumis à cotisation. Le salaire rétabli est calculé par l'employeur en fonction des absences autorisées. Vous en avez ici une liste à l'écran, que ce soit la nouvelle embauche ou l'absence autorisée. En tant qu'employeur, vous êtes responsable du rétablissement du salaire. L'assurance maladie se réserve le droit de demander des éléments de salaire nécessaires, des éléments supplémentaires, nécessaires à la vérification du calcul, tels que par exemple des bulletins de salaire. À l'inverse, les absences non autorisées ne donnent pas lieu à un rétablissement de salaire, tel que l'absence prolongée dans l'entreprise sans justificative ou un abandon de poste, par exemple. Vous ne devrez donc pas rétablir les salaires dans ces situations. Nous souhaitions également faire un petit rappel sur les primes et accessoires de salaire dans le cadre d'un accident du travail. Donc, le calcul des indemnités dans le cadre d'un accident du travail se fait sur la base du salaire brut du mois qui précède le dernier jour travaillé. Il faudra déduire de ce montant les accessoires de salaire tels que les primes, gratifications et indemnités qui doivent être renseignés séparément. En effet, toutes les primes versées dans les 12 mois qui précèdent l'arrêt de travail doivent être indiquées à part dans la rubrique rappel de salaire et accessoires. Vous avez par exemple les primes, les gratifications et indemnités à périodicité non mensuelle, mais également les indemnités liées à la rupture d'un contrat de travail ou encore les primes exceptionnelles telles que le 13e mois, des primes vacances, etc. Attention, lorsqu'une prime est versée en même temps que le salaire de référence et qu'elle concerne une période plus longue, elle doit être déduite de ce salaire de référence et indiquée dans la rubrique rappel de salaire et accessoires. Pour rappel également, le taux forfaitaire que vous devez indiquer est de 21%. Systématiquement, vous devrez mettre un taux forfaitaire de 21% à côté du montant brut de votre prime. Vous avez ici à l'exemple un accident du travail qui a eu lieu le 14 septembre 2023, ayant entraîné un arrêt de travail, un accident du travail. Dans cet exemple, deux primes sont exclues du brut avec des périodicités différentes. Selon la périodicité, ces primes seront prises en compte ou non dans le calcul des indemnités journalières dans le cadre de l'accident du travail. Vous pouvez également transmettre les documents qui sont réclamés par les caisses primaires d'assurance maladie. Lorsque cela est nécessaire, vous devez vous rendre du coup dans votre compte entreprise en cliquant sur la pastille Gérer un dossier d'indemnité journalière, puis sur la partie droite, la partie gauche, pardon, Suivre les dossiers des indemnités journalières. Comme je le disais tout à l'heure, l'activation du compte entreprise doit être effectuée par un compte administrateur. Pour ce faire, si vous y avez accès, vous allez dans Gestion sur votre espace tête entreprise et Gérer les déclarations. Si vous ne pouvez pas, je vous invite à demander à votre administrateur de le faire pour vous afin que vous y ayez accès. Concernant les documents que vous pouvez nous transmettre, il faut respecter un fichier, il faudra nous envoyer un fichier qui respecte quelques règles.
Par exemple, il faudra qu'il fasse 5 mégaoctets maximum et que tous les documents soient au format PDF. Nous allons maintenant aborder la reprise d'activité après la fin de l'arrêt, qu'elle soit simple ou anticipée. Alors, lorsqu'un arrêt de travail est saisi dans votre logiciel de paye, il est très souvent demandé de remplir une date de fin d'arrêt. Alors, il est très important que vous mettiez cette date à jour lorsque l'arrêt est effectivement clos. Attention, selon vos logiciels de paye, le nom de cette rubrique peut varier. Il peut s'appeler date de fin d'arrêt, date de reprise, date de retour, cela varie. Et je vous demande donc d'être vigilant selon vos logiciels de paye. Parmi les reprises, il y a tout d'abord la reprise qui est dite simple, c'est-à-dire la reprise à la date prévue. Lorsque votre salarié reprend le travail, alimentez la date de reprise réelle dans votre logiciel de paye afin de clôturer la période d'arrêt. Cette information ne doit pas faire l'objet d'un signalement d'arrêt de travail, puisqu'elle alimente automatiquement votre DSN mensuel. C'est très important pour nous. Pourquoi? Parce que si aucune date de reprise de travail n'est indiquée, votre système va envoyer automatiquement une attestation de salaire de plus de 6 mois auprès des organismes d'assurance maladie. Pour nos services, ça demande du coup un traitement supplémentaire qui n'est pas nécessaire dans le cadre du traitement des dossiers de vos salariés. Vous avez le cas particulier de l'arrêt maladie suivi d'un congé maternité. On en a un petit peu parlé tout à l'heure. Lorsqu'un arrêt maladie est directement suivi d'un congé maternité, vous devez clôturer dans votre logiciel de paye l'arrêt maladie. Pour cela, vous devez renseigner une date de reprise de travail au sein de votre DSN mensuel et donc de votre logiciel de paye, afin d'empêcher la génération d'une attestation de salaire de plus de 6 mois en caisse primaire d'assurance maladie. Cette date est à déclarer même s'il n'y a pas eu de reprise effective entre les périodes de maladie et de maternité pour votre salarié. Dans les cas où il n'y a effectivement pas de reprise, la date de reprise à saisir dans votre logiciel sera celle qui correspond à la veille de votre congé maternité. Nous avons ensuite la reprise anticipée. C'est lorsque votre salarié a repris son travail avant la fin de sa prescription médicale. Lorsque cette situation arrive dans votre entreprise, vous devrez effectuer un signalement de reprise anticipé, qui est lui un signalement à part entière, en plus du signalement arrêt de travail, et qui est à transmettre à l'assurance maladie. Sur Net Entreprise, vous pourrez la faire également en allant dans la rubrique attestation de salaire et saisir déclaration de reprise anticipée à l'étape numéro 2 dans les menus déroulants. Pour clôturer cette première partie du webinaire, voici nos 10 conseils ou nos 10 points à retenir pour pouvoir faire correctement des signalements d'événements en DSN pour l'assurance maladie. Le conseil numéro 1 va être de vérifier vos données identifiantes en DSN, que ce soit le numéro de sécurité sociale, le numéro de contrat, la catégorie socio-professionnelle, etc. Et ne pas utiliser les blocs changements si jamais vous avez des modifications à faire dans le cadre des contrats de vos salariés. Le conseil numéro 2, c'est de signaler tous les arrêts à chaque changement de risque, à chaque changement de période, et quelle que soit leur durée. Notre troisième conseil, le dernier jour de travail est à la veille de l'arrêt du congé ou le jour de l'arrêt, en fonction de la période, si elle est travaillée ou non. Le quatrième conseil est de renseigner systématiquement les dates maximum prévues par votre convention collective dans le cadre de la subrogation. Le conseil numéro 5 étant que le bordereau de paiement des indemnités journalières vous indique les paiements en subrogation. N'hésitez pas donc à consulter le tableau de bord en DSN ou les bordereaux de paiement lorsque vous avez des problématiques liées au versement des indemnités journalières. Notre conseil numéro 6, vos pièces justificatives sont dès à présent et depuis quelques mois maintenant à envoyer depuis le compte entreprise. Les salaires rétablis doivent apparaître en cas d'absence sur une période, ça c'est notre conseil numéro 7. Dans le cadre des arrêts de travail, en accident du travail ou en maladie professionnelle, ayez toujours un point de vigilance sur les primes à saisir. Enfin, en conseil numéro 9, renseignez les dates de reprise dans votre logiciel de paye dès qu'il y en a une, qu'elle soit en reprise simple ou en reprise anticipée, qui fait le lien avec notre conseil numéro 10. Si jamais votre reprise est anticipée, n'hésitez pas à faire un signalement d'arrêt de travail de reprise anticipée.
Nous avons fini avec la première partie qui correspondait à la présentation du support. J'imagine que vous avez posé quelques questions. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à le faire dès à présent. Antoine va pouvoir y répondre et nous allons pouvoir y répondre ensemble dans le cadre d'un petit temps de questions-réponses en échange. Merci beaucoup, Jérôme, pour avoir réalisé cette présentation. Donc effectivement, nous avons quelques questions dans la partie questions et réponses qui nous sont proposées. Alors, il y a un premier sujet sur l'attestation de droit. En fait, on nous précise que l'attestation de droit ne précise pas si l'agent est MSA ou CEPAM. Alors, je ne sais pas si tu as des éléments de ton côté, Jérôme, sinon je peux compléter. Alors la partie assurée n'étant pas mon domaine de prédilection, si toi Antoine tu as des réponses, je te laisse le faire. Alors, normalement, sur l'attestation de droit, on est censé avoir le logo de l'organisme émetteur de l'attestation. Il y a aussi un code sur l'attestation qui permet de définir quel est le régime d'affiliation de la personne. Donc, s'il y a un doute, on pourra, faites-le nous savoir dans les questions-réponses. On pourra revenir vers vous pour plus de précision sur ce point-là. Mais l'attestation est censée vous apporter cette information si la personne relève de la MSA ou du régime général. Il y a un deuxième point qui nous est proposé. Alors, on a dit les conditions, hein, Jérôme, les conditions, dans quelles conditions il faut réaliser un signalement d'arrêt de travail. On a précisé, tu as précisé qu'il fallait réaliser un signalement pour tout arrêt de travail, quelle qu'en soit la durée. On nous demande si c'est bien le cas pour les arrêts de travail qui sont inférieurs à 4 jours. Est-ce que tu peux repréciser ce point-là? Bien sûr, effectivement, tous les arrêts de travail doivent faire l'objet d'un signalement d'arrêt de travail. Qu'il ne soit que d'une journée ou de 150 jours, c'est le même principe. Vous devez signaler via un signalement sur la DSN ou via une attestation de salaire net entreprise tous les arrêts de travail de vos salariés, d'une journée à X journées. Tous les signalements, enfin tous les arrêts de travail doivent faire l'objet d'une attestation de salaire et donc d'un signalement. Ouais, c'est vrai que d'un point de vue CEPAM, pour compléter Jérôme, il y a traitement systématique après qui va convenir à l'aboutissement d'une décision indemnité journalière, même s'il n'y a pas de versement d'indemnité journalière, puisqu'on est toujours dans la période de carence, il y a quand même un traitement qui est effectué. Pour donner un petit peu de complément, sachez également que si vous avez plusieurs arrêts de travail pour une même personne d'une seule journée, ce sera systématiquement payé avec de la carence, mais pour X ou Y raison, si un jour un traitement du dossier est à refaire dans le cadre, par exemple, d'une maladie de longue durée, si vous avez eu 10 arrêts de travail d'une journée, eh ben, il se pourrait que ces arrêts de travail soient un jour indemnisables avec un versement d'indemnité journalière à compter du quatrième arrêt. C'est pour ça que tous les arrêts, même d'une seule journée, sont à déclarer pour que nous puissions les indemniser. Merci Jérôme. Autre question. Alors là, alors ça s'appuie sur la présentation du dernier jour de travail. On nous soumet un exemple. Alors encore une fois, on ne va pas rentrer dans les dossiers en particulier. Si nécessaire, contactez-nous au 3679 pour qu'on puisse le point sur vos dossiers, faire le point sur vos dossiers précisément. Mais dans l'exemple, en fait, on nous cite un cas de figure où, après un arrêt, il n'y a pas eu reprise de travail effective, la personne ne s'est pas présentée au travail, et par contre, le médecin a prescrit un nouvel arrêt initial. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une période entre les deux arrêts, si je comprends bien la question, mais la personne ne s'est pas présentée au travail. Dans ce type de situation, quel DJT renseigner? Est-ce que c'est toujours garder le DJT d'origine ou alors est-ce que c'est le DJT lié à la nouvelle période d'arrêt? Est-ce que tu peux nous préciser ce point? Alors, j'avoue que je n'ai pas tout saisi au contexte de la question. Dans tous les cas, s'il y a une absence de prescription d'arrêt de travail de 6 jours, je crois que tu disais, Antoine, hein, ça correspond à de l'absence injustifiée et normalement, le dernier jour de travail sera la veille du nouvel arrêt.
C'est ça. C'est pas parce que la personne ne se présente pas au travail. Donc là, comme tu dis, Jérôme, c'est de l'absence injustifiée. Par contre, nous tenons compte, nous, de la prescription médicale. Hein, c'est ça qui fait le point de repère pour l'assurance maladie. Donc, s'il y a une prescription d'un arrêt initial, un nouvel arrêt initial, eh bien, il faut adapter le DJT en fonction de ça. Alors, il peut y avoir, on nous cite le cas par exemple d'un arrêt qui se termine, et puis il y a une prolongation d'arrêt qui est fournie avec un décalage de 2 journées. Alors peut-être un week-end, hein, c'est pas précisé dans l'exemple. Est-ce qu'il peut arriver que parfois on puisse prendre en compte une prolongation d'arrêt, même il y a 48 heures d'écart entre les deux arrêts? Ça va Alors, dans dépendre peut-être certaines du cas de conditions, figure. effectivement, on peut prendre en compte des arrêts de travail. Il y a plusieurs conditions. Il faudrait qu'il soit bien coché en prolongation. Si c'est un nouvel arrêt qui est coché en initial, on ne comblera pas ces journées. Après, il y a des critères à respecter. Typiquement, s'il y a une journée plus un jour férié, ça peut rentrer en compte. Dans le cadre d'un week-end également, ça peut rentrer en compte. Mais là, c'est vraiment au cas par cas, selon les dates des arrêts de travail, que ce soit l'arrêt initial ou les prolongations. Donc c'est vraiment au cas par cas qu'on pourrait répondre à ce type de questions dans le cadre des traitements des dossiers. D'accord. Alors, autre sujet, là c'est par rapport au point que tu as mis en avant sur le fait de clôturer les arrêts en paye. Tu as cité notamment l'exemple de plusieurs arrêts qui se succèdent, notamment dans le cadre d'une situation de maternité. Oui. Alors, il y a une personne qui nous précise qu'elle n'a pas forcément mis de date de reprise, ni fait de nouveaux signalements. Alors, on ne fait pas de nouveaux signalements d'arrêt de travail hein, en cas de prolongation. Par contre, peut-être que tu peux repréciser sur ce qui se passe pour ce qu'il y a à faire dans le logiciel de paye. Alors effectivement, donc dans le cas de l'exemple cité par l'intervenant, hein, on a une personne une salariée du coup, qui aurait été en arrêt maladie, puis en congé pathologique, puis en congé maternité. Euh, la règle étant la même pour tous, que ce soit de la maladie, que ce soit de la maternité, de la paternité, tout arrêt que vous saisissez dans votre logiciel de paye, vous devez indiquer une date de reprise ou une date de fin. Comme je le dis tout à l'heure, selon les logiciels, l'appellation peut être différente. Ensuite, si vous avez des changements de risque, tels que là, par exemple, un arrêt maladie puis un congé pathologique, vous devrez faire un signalement d'arrêt de travail en maladie pour la première période, puis un signalement d'arrêt de travail en maternité pour le congé pathologique. Si le congé maternité fait suite directement au congé pathologique, alors là, c'est le même risque, vous n'avez pas besoin de refaire un troisième signalement. Par contre, si entre le congé pathologique et le congé maternité, vous aviez une nouvelle période de maladie, vous devriez donc faire un nouveau signalement en maladie, tout en mettant une date de reprise ou de fin dans votre logiciel sur la période de pathologie, puis un nouveau signalement au risque maternité pour le congé maternité. Il faut bien comprendre que chaque changement de risque demande un nouveau signalement d'événement et que chaque arrêt de travail enregistré dans votre logiciel doit nécessairement être agrémenté à la fin de ces périodes d'une date de fin. Pour bien clôturer la période. Merci pour ces précisions-là. Alors, on nous rappelle, on nous cite un autre exemple, hein, une personne qui connaît un arrêt maladie et qui reprend à temps partiel thérapeutique. Que faire dans ce type de situation? Alors peut-être, moi je peux préciser en 2 mots, si tu veux bien, Jérôme, sur ce point-là. En fait, ben, il y a 2 choses, hein. Bien s'assurer que dans le logiciel de paye, le temps réel travaillé est bien pris en compte hein, dans les éléments. Donc ça, c'est sur la partie logicielle. Et puis sur la partie déclarative, eh bien, l'employeur doit compléter une attestation en temps partiel thérapeutique pour nous renseigner la perte de salaire associée à ce temps partiel. Cette déclaration doit être faite avec un formulaire dédié qui est disponible sur Net Entreprise et elle doit être faite chaque mois. À la fin de la période. Donc là, par exemple, s'il y a une reprise courant octobre, eh bien, il faudra attendre début novembre pour renseigner ces informations pour la période d'octobre. Alors, je consulte les autres euh, d'autres questions.
Alors je vois là, j'en profite également, je vois qu'une personne posait une question concrète sur un cas. Mhm, Si elle a un arrêt de travail qui va jusqu'au 21 octobre et qu'elle reçoit une prolongation jusqu'au 31 octobre, elle doit mhm. donc faire deux DSN événementiels, donc deux signalements d'événements. Donc là, ça fait partie de la présentation qu'on a fait tout à l'heure, hein. Euh, les prolongations ne rentrent pas dans le cadre des signalements d'événements multiples. C'est-à-dire que vous avez un premier arrêt initial pour lequel vous faites un signalement d'arrêt de travail ou une attestation de salaire. Lorsque vous avez une prolongation, comme le dit le terme, hein, la prolongation va prolonger l'arrêt de travail initial. Dans ces cas-là, vous n'avez pas besoin de refaire un signalement d'arrêt de travail. Par contre, si le premier arrêt s'était clôturé, qu'il y avait une reprise d'activité et qu'ensuite il y avait un nouvel arrêt, là, effectivement, vous devriez faire un nouveau signalement d'événement. Si les arrêts sont des prolongations qui donnent une suite directe à un premier arrêt de travail, il n'y a pas de signalement DSN à faire, ni d'ailleurs d'attestation de salaire supplémentaire sur les entreprises. Alors, merci Jérôme. Alors, il y a un point sur la mise à disposition des supports, donc le replay et le PDF hein, de la présente conférence en ligne. Ces éléments seront diffusés, comme l'a précisé Jérôme en introduction, sur les pages Net Entreprise qui sont dédiées à l'événement. Les rencontres extra, c'est un événement proposé au national par Net Entreprise et les partenaires associés. Donc, vous retrouverez les éléments directement sur le site Net Entreprise quand ce sera disponible, hein, bien entendu, puisqu'il y a 19 conférences qui sont proposées tout au long de la semaine par les différents partenaires associés. Alors, il y a autrement d'autres questions. Ça a été abordé. Alors, Alors, je crois qu'il y avait une personne qui souhaitait avoir des petites précisions sur la date de reprise lorsqu'ils doivent saisir une date de reprise, même en cas de prolongation d'arrêt de travail. mhm. Alors, vous avez vraiment, il y a deux choses bien distinctes. Vous avez les signalements d'arrêt de travail que vous faites une fois qu'il y a un arrêt de travail, que cet arrêt de travail est enregistré dans votre logiciel de paye. Quand vous avez une prolongation de l'arrêt de travail, c'est un nouvel arrêt de travail que vous allez saisir dans votre logiciel de paye et qui va faire suite au premier. Donc, vous saisissez dans votre logiciel de paye un arrêt prolongation qui va vous permettre de donner une suite directe au premier arrêt de travail saisi en amont. La date de reprise, c'est lorsque votre arrêt de travail est terminé, qu'il est clos, que vous devez le clôturer. Vous devez, dans votre logiciel de paye, saisir sur la dernière période une date de reprise afin que votre logiciel ne génère pas automatiquement un signalement d'arrêt de travail de plus de 6 mois. C'est uniquement à ce moment-là que vous devez saisir la date de reprise, lorsque votre salarié a repris son activité au sein de l'entreprise. Il y a une question autrement sur ce qu'on revient sur le temps partiel thérapeutique. Donc, deux sujets à ce niveau-là. La question, est-ce qu'on peut faire un signalement DSN pour le temps partiel thérapeutique? Non, c'est pas encore possible. On l'espère au plus tôt, mais il n'est pas encore possible de signaler un temps partiel thérapeutique via la DSN. Donc là, c'est le formulaire dédié sur Net Entreprise hein, que vous allez devoir utiliser. Ça, c'est le premier point. Et effectivement, sur Net Entreprise, la question est posée. On vous propose de choisir entre avec arrêt initial ou sans arrêt initial. Peut-être, Jérôme, tu peux préciser la différence entre les deux formulaires, temps partiel thérapeutique avec arrêt initial ou sans arrêt initial. Oui, alors un temps partiel thérapeutique avec arrêt initial, c'est lorsque le temps partiel thérapeutique de votre salarié est précédé d'un arrêt de travail à temps complet. Vous avez par exemple un arrêt de travail de 15 jours et suite à cet arrêt de travail, le médecin lui attribue un arrêt de travail dans le cadre d'une reprise à temps partiel thérapeutique. La déclaration arrêt de travail pour motif thérapeutique sans arrêt initial, c'est lorsque le médecin donne un arrêt de travail à temps partiel thérapeutique directement au salarié sans passer par un arrêt de travail à temps complet en amont. Alors, on nous
pour finir peut-être sur le sujet, c'est vrai que on sent que le sujet du temps partiel, c'est un sujet qui revient beaucoup. Peut-être, alors, est-ce qu'il y a une date de mise en place? Non, malheureusement, nous n'avons pas de date de mise en place de la DSN. C'est un sujet trop technique et au national, et nous n'avons pas aujourd'hui de date à vous communiquer. On espère que ce sera au plus tôt. Malheureusement, voilà, on n'en sait pas plus aujourd'hui. Euh, il y avait un autre point qui était évoqué. La subrogation est-elle possible hein, dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique? Peut-on demander la subrogation, Jérôme? Est-ce que tu as cette Alors, la réponse est précision? assez simple, hein. Oui, vous pouvez demander la subrogation dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique, hein. Tout dépend de vos conventions, mais si vos conventions vous y autorisent, vous pouvez très bien demander le maintien de salaire dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique. La règle concernant la subrogation étant de systématiquement, de toujours verser à l'assuré à minima ce que vous verse l'assurance maladie. Ah, donc vous pouvez très bien maintenir le salaire dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique et percevoir les IJ. Merci pour cette précision. Alors, est-ce qu'on a d'autres points qui ont... Alors, j'ai vu qu'il y a des remarques, hein, des commentaires qui ont été faits effectivement sur les changements de risque, notamment dans le cadre de la paternité. Euh, alors, c'est le médecin hein, qui détermine, pour le temps partiel thérapeutique, c'est le médecin qui détermine la durée du temps partiel, le pourcentage du temps partiel. Voilà, donc C'est ça. c'est une décision médicale hein, donc qui ne nous, que, que nous, on applique. Euh, Alors là, il y a une question, moi je vais oui, la prendre. vas-y. Une personne qui demandait que dans le cadre d'un arrêt de travail pour un salarié qui a moins de 3 mois d'ancienneté, sa DSN est rejetée, comment procéder? Alors effectivement, on en a parlé pendant la présentation du support. Vous devez avoir un historique suffisant, que ce soit dans le cadre d'un arrêt de travail en maternité, en maladie ou en paternité, mais également dans le cadre d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle, qui est de 3 mois dans le cadre des premiers et de 12 mois dans le cadre d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle. Si votre ancienneté est insuffisante et que votre DSN est rejeté, vous devrez donc passer par le biais d'une attestation de salaire sur Net Entreprise. C'est pour ça que on a l'habitude de dire lorsque vous commencez la DSN, il faut avoir un historique suffisant pour pouvoir commencer à faire des signalements d'arrêt de travail. C'est pour ça que vous commencez tout d'abord par faire des DSN mensuels et qu'une fois que vous avez un historique suffisant, vous pouvez débuter les signalements d'arrêt de travail. Donc, question sur comment créer un compte Amélie Entreprise. Ouais, il y a alors, le compte entreprise hein, disponible sur Net Entreprise. Alors, c'est pas tout à fait le compte Amélie. Oui, le compte Et Amélie et le compte entreprise sont bien deux choses différentes. ce sont bien deux choses différentes, mais c'est vrai que c'est un espace dédié, en tout cas, ça, c'est certain. En fait, ça nécessite l'activation par un compte administrateur Net Entreprise, hein, ça c'est impératif, qui va pouvoir vous donner les droits si vous-même vous n'avez pas un compte administrateur, pardon. On va pouvoir vous envoyer directement un lien pour vous communiquer la marche à suivre hein, pour l'activation, mais vous pouvez retrouver tous ces éléments sur le site netentreprise.fr qui donne déjà un certain nombre d'informations sur l'utilisation et sur l'activation. Est-ce qu'il y avait d'autres questions qu'on n'aurait pas évoquées? On est bien d'accord que la notion de prime que tu évoquais tout à l'heure, Jérôme, la point de vigilance concernait les arrêts en motif accident du travail, maladie professionnelle, c'est bien ça. C'est exact. Qu'en est-il de la maladie, hein, c'est pas la même chose pour la maladie. Non, la législation est différente dans le cadre de l'attribution des primes, que ce soit enfin, dans le cadre d'un arrêt maladie, maternité, paternité ou dans le cadre d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle. Dans le cadre d'une maladie, d'une paternité ou d'une maternité, vous devez indiquer les salaires bruts soumis à cotisation des 3 mois qui précèdent ou des 12 mois selon la situation de votre salarié. Mais là, vous devez vraiment indiquer enfin, les salaires bruts des périodes ou abattus de 21% en fonction du risque. Mais là, c'est vraiment tout inclus, primes, etc.
Alors que dans le cas d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle, on fait bien le distinguo, et ça s'explique par le fait que sur cette entreprise, vous avez bien des étapes différentes pour les salaires et pour les primes et accessoires d'une autre part. Donc voilà, en maladie, maternité, paternité, vous devez déclarer la totalité du salaire perçu pour le salarié. Et en accident de travail ou en maladie professionnelle, vous devez déclarer d'une part les salaires bruts et d'une autre part les éventuelles primes. Alors, autre cas de figure, une autre question sur le dernier jour travaillé. Alors, un exemple intéressant qui nous est soumis, une personne qui enchaîne des arrêts maladie et des périodes de temps partiel thérapeutique. Quel DJT renseigner? Donc là, on a effectivement une personne qui finalement enchaîne des arrêts et des reprises d'activité, même si c'est à temps partiel. Est-ce que tu peux nous préciser dans ce type de cas le DJT qui doit être renseigné? Eh ben, en fait, il s'agit de comprendre que pour chaque période de temps partiel thérapeutique, il y a une reprise d'activité, même si elle est médicale, même si elle est prévue par un arrêt de travail. Euh, donc, pour chaque nouvel arrêt de travail initial en maladie à temps complet, vous devrez indiquer la veille de l'arrêt qui normalement correspond au dernier jour de travail à temps partiel thérapeutique. Je ne sais pas si c'est bien clair, mais grossièrement, hein, quand vous avez une reprise à temps partiel thérapeutique, vous avez une reprise d'activité. Donc, si ensuite vous avez un nouvel arrêt à temps plein, à temps complet, ce dernier jour de travail pour cet arrêt à temps complet sera la veille, puisqu'il était en temps partiel thérapeutique. Je sais pas, Antoine, si tu veux donner Non, mais plus d'informations ou si c'est oui, clair. voilà. Et puis encore une fois, hein, puisqu'on nous demande de repréciser bien la chose, c'est la prescription médicale hein, qui fait foi et C'est le ça. DJT par défaut, hein, sauf éléments de contexte qui ont été précisés par Jérôme, le DJT sera la veille hein, de cette prescription médicale, de ce début d'arrêt de prescription médicale. Alors une autre question sur un autre sujet. C'est sur la notion des apprentis qui a commencé son contrat en juillet et en arrêt fin août de la même période. A-t-il droit à une indemnité pardon, de la CEPAM? Est-ce que tu veux apporter des précisions, Jérôme? Sinon, je... Alors, on peut apporter des précisions, oui. Alors, en fait, dans le cadre du versement des indemnités journalières, quelle que soit la catégorie de votre salarié, hein, qu'il soit apprenti, salarié à temps plein, salarié à temps partiel, il y a quelques règles à respecter. Par exemple, que dans le cadre d'un arrêt maladie, il faut qu'il ait effectué 150 heures de travail. S'il a débuté son apprentissage le 1er juillet et qu'il est en arrêt à fin août, par exemple, ou à mi-août, il peut déjà avoir fait suffisamment d'heures pour pouvoir prétendre aux indemnités journalières. Alors, il pourra, suite à votre déclaration, donc votre signalement d'arrêt de travail, s'il était avant déjà dans l'entreprise, avant son apprentissage, ou sinon via une attestation de salaire, net entreprise, il pourra prétendre à des indemnités journalières. Ça, c'est la législation, effectivement, que nous sommes amenés à appliquer. Euh, je me permets peut-être de rappeler hein, en ce qui concerne un apprenti, le cas est particulier. Il y a des démarches à effectuer pour l'apprenti hein, en termes d'autonomisation, hein, c'est le terme qui convient d'employer, puisque quand cet apprenti est mineur, il sera, sauf démarche de sa part, il sera rattaché à ses parents jusqu'à sa majorité. Or, un apprenti, eh bien, il bénéficie d'un contrat d'apprentissage avec un employeur. Donc, il faut donc qu'il puisse faire savoir à l'assurance maladie sa situation, sa nouvelle situation. Il y a un formulaire dédié pour ça, de façon à ce que l'assurance maladie puisse mettre à jour son dossier et assurer un bon suivi de la prise en charge pour cette personne-là. Hein, je me permets de glisser cette précision. Pas de souci. J'en profite également, je vois qu'il y a plusieurs questions hein, qui reviennent sur la date de reprise à saisir dans le logiciel de paye. Et Mhm. là, il y a une question qui est agrémentée d'un exemple. Une personne nous dit que son logiciel lui permet d'indiquer une date de reprise de travail. Est-ce qu'elle doit mettre systématiquement la date prévue, même si nous n'en sommes pas sûrs, puisque le salarié est encore en arrêt de travail et qu'il a potentiellement une prolongation qui va arriver?
Typiquement, c'est l'exemple le plus simple à comprendre et qui va peut-être répondre à l'ensemble de vos interrogations. Lorsque vous avez votre premier arrêt de travail, vous allez saisir donc, comme on le disait, une date de reprise. Euh, et si vous avez ensuite une prolongation qui arrive pour ce salarié, hein, vous saisirez dans votre logiciel de paye une prolongation et la date de reprise, du coup, va être entre guillemets effacée par la prolongation qui va venir poursuivre l'arrêt. Cependant, lorsque vous allez saisir cette prolongation, vous allez à nouveau indiquer une date de reprise potentielle à la date de fin de cette prolongation. Et si à nouveau, pour X ou Y raison, à la fin de cette prolongation, vous recevez à nouveau une nouvelle prolongation, alors vous reproduirez le même schéma, ressaisirez la nouvelle prolongation qui va effacer la date de reprise éventuelle et vous ressaisirez une nouvelle date de reprise à l'issue de cette nouvelle prolongation. C'est un enchaînement en fait qui va permettre à votre logiciel de comprendre si oui ou non votre salarié a repris ou si oui ou non il a une prolongation d'arrêt de travail. Donc la date de reprise, hein, puisque la question est posée à nouveau, la date de reprise est bien à renseigner en paye, hein, dans le C'est ça, logiciel de paye, que ce c'est soit au ça. moment du signalement d'arrêt de travail ou en parallèle du signalement d'arrêt de travail. Ça dépend de votre logiciel de paye, comment il est configuré. En tout cas, la date de reprise doit figurer dans votre logiciel de paye à un moment ou à un autre. Euh, Nous avons, nous, l'information sur la durée de l'arrêt de travail qui nous est communiquée par le médecin traitant ou par l'assuré qui nous aura transmis l'arrêt de travail. Donc cette information, nous, est connue, hein, de notre côté. Par contre, il faut que votre logiciel de paye, comme ça a été dit par Jérôme, soit, lui, bien renseigné de ce côté-là. Alors attention, une petite nuance cependant, hein, c'est la Oui, date bien de sûr. reprise doit être indiquée lorsque vous saisissez l'arrêt et pas lorsque vous faites le signalement. Parce que si vous faites un signalement d'arrêt de travail et que vous indiquez une date de reprise, ça va générer un signalement de reprise anticipée. C'est bien lorsque vous saisissez en général, c'est dans le bloc arrêt de travail ou dans le bloc absence dans votre logiciel de paye, quand vous rentrez vraiment sur la fiche de votre salarié, que là, quand vous saisissez l'arrêt de travail, vous enregistrez une date de reprise. Dans le signalement d'arrêt de travail, si vous faites une reprise, ça va être considéré comme une reprise anticipée. Un petit point de vigilance dessus. Merci pour cette précision. Euh, Je consulte voir s'il y a des questions. Après, on va peut-être après être amené à clôturer notre échange. On a répondu à beaucoup de questions. Il y a d'autres conférences qui sont proposées, donc il faut laisser Ouais, la place aux autres et la possibilité d'enchaîner. c'est ça. Donc, En tout cas, on vous remercie sincèrement, hein, pour votre présence et puis pour la qualité des échanges. On espère qu'on a pu apporter un maximum de renseignements vous concernant. Vous allez recevoir, si ce n'est pas encore le cas, on va le republier peut-être. Je ne sais pas si vous l'avez vu. On va vous communiquer un lien vers un petit formulaire pour que vous puissiez nous faire part de votre avis, de vos retours, hein, sur ce webinaire du jour. Dans l'onglet discussion, vous allez avoir un lien qui va apparaître. Nous allons afficher peut-être, Jérôme, le euh, QR code, le QR code sur une prochaine page. Voilà, vous pouvez, si vous le souhaitez, le flasher directement si vous avez un smartphone, par exemple. En tout cas, voilà, on vous remercie sincèrement et puis on laisse la place à la conférence suivante en espérant que vous pourrez voilà, compléter les informations. Merci à vous et puis on vous souhaitant une bonne fin de journée. j'en profite également pour m'excuser encore une fois pour mon extinction de voix, hein, qui n'était bien évidemment pas volontaire. Je m'en excuse auprès de tous. Merci à tous pour avoir été jusqu'au bout de ce webinaire et bonne continuation.